Préserver les postes d'emploi dans le tourisme, un secteur durement éprouvé par la crise sanitaire, c'est le principal objectif du plan d'urgence adopté mardi par l'exécutif et qui prévoit un budget de 2 milliards de dirhams et 5 mesures phares pour la relance touristique. Tout cela a été expliqué en détail par la ministre de tutelle, Fatem Zahra Amour, à l'issue du conseil de gouvernement. Marima Mellal, Mustafa Sadouni et Yassine Azzaz. D'un montant global de 2 milliards de dirhams, le plan d'urgence pour le soutien du tourisme, un secteur particulièrement touché par les répercussions de la pandémie, vise principalement à sauvegarder les emplois du secteur et à préparer les entreprises à la phase de reprise de l'activité. La première mesure consiste à prolonger le versement de l'indemnité forfaitaire de 2000 dirhams durant le premier trimestre 2022. Les bénéficiaires de cette indemnité sont les employés des hôtels et des agences de voyage, les guides touristiques, les transporteurs et les restaurants classés. La deuxième mesure concerne un report des charges dues à la CNSS pendant 6 mois. La troisième mesure contenue dans le plan d'urgence présenté par le gouvernement concerne un moratoire sur les échéances bancaires pouvant aller jusqu'à 1 an pour les hôteliers et les transporteurs touristiques. L'État prendra en charge les intérêts intercalaires pour une période équivalente au mois de non-activité en 2021 et durant le premier trimestre 2022. La quatrième mesure consiste à exonérer les hôteliers de la taxe professionnelle due en 2020 et 2021. Quant à la dernière mesure, elle consiste à octroyer une subvention au secteur hôtelier pour un montant global d'1 milliard de dirhams. L'objectif, accompagner les hôtels dans la reprise de leur activité, et ce, dès la réouverture des frontières. Et la crise sanitaire et l'apparition de nouveaux variants mettent en péril la reprise économique à travers la planète. C'est ce que révèle la Banque mondiale qui parle d'une croissance au ralenti jusqu'en 2023. Il est également question d'un risque d'atterrissage brutal pour les économies en développement. Jazia Al-Hamad. Sans surprise, la pandémie de Covid-19 continue de mettre en péril la reprise économique dans le monde. Des perspectives incertaines selon la Banque mondiale qui table sur un ralentissement de la croissance jusqu'en 2023. Après un rebond significatif en 2021, cette nouvelle année sera marquée par la menace de nouveaux variants du SARS-CoV-2. Entre montée de l'inflation, de la dette et des inégalités de revenus, des perturbations devraient encore planer sur les économies émergentes et en développement. L'institution financière prévoit que la croissance mondiale devrait ralentir pour s'établir à 4,1% en 2022 et 3,2% en 2023, une décélération qui pèsera sur la demande extérieure. Conséquence, l'écart sur les taux de croissance se creusera entre les économies émergentes et les économies avancées. Ces dernières devraient voir leur taux de croissance fléchir de 3,8% en 2022 à 2,3% en 2023. Du côté des économies émergentes et en développement, ce taux devrait reculer de 4,6% cette année pour atteindre 4,4% l'année prochaine. Conclusion, d'ici 2023, les économies avancées auront retrouvé leur niveau d'avant-crise alors que les performances des autres économies resteront en deçà de 4%. Pour la Banque mondiale, c'est maintenant qu'il faut ajuster les politiques budgétaires et lancer des réformes pour amortir les séquelles du Covid-19. Pour y voir plus clair, je me tourne vers vous. Yasser Temsamani, vous êtes économiste. Bonsoir. Alors, comment expliquer ces perspectives très moroses révélées par la Banque mondiale ? Bonsoir, merci de l'invitation. Écoutez, en tout cas, cette révision à la baisse des perspectives de croissance pour 2022 et 2023 était prévisible parce qu'il y avait le nouveau variant qui a ressurgi et qui a surgi. Et du coup, voilà, on attendait à une révision à la baisse de ce côté-là. Mais aussi, il y a des craintes de point de vue économique qui font que la croissance va être moins dynamique pendant l'année en cours et l'année prochaine. Bon, on pense particulièrement à l'augmentation des prix et le risque que ces augmentations des prix se traduisent par une hausse généralisée et durable qui va se traduire par une inflation. Et du coup, voilà, il y a cette crainte de l'inflation. D'une part, il y a une deuxième crainte relative à la normalisation des politiques économiques. Donc aujourd'hui, notamment la politique monétaire, aujourd'hui en tout cas, aujourd'hui on est en train de... Les signaux ont été déjà envoyés par les autorités monétaires, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, pour la normalisation de la politique monétaire. Ça veut dire on est en train de se préparer pour
réduire le programme d'achat des actifs qui a été mis en place pendant la crise et bien avant pour certains banquiers centraux, et aussi essayer d'augmenter, en tout cas ce qui est prévu par les observateurs, c'est qu'il y aurait une augmentation des taux directeurs de la Fed pendant l'année en cours. La Banque d'Angleterre a déjà ouvert le bal, il a déjà augmenté son taux directeur. Bon, c'est très petit, mais bon, ça s'est déjà fait. Les signaux ont été déjà envoyés aux marchés financiers, donc qui ont réagi un peu, qui étaient un peu nerveux à cette information. Donc ce risque, on ne sait pas vraiment à quel rythme ce retour à la normale va se faire. Et du coup, il y a beaucoup d'incertitudes qui entourent l'économie internationale. Il y a un autre facteur, en tout cas, qui explique cette révision à la baisse des perspectives, est relative au comportement des ménages et de comportement de désépargne des ménages. Durement impacté par la déferlante Omicron, l'Angleterre décide finalement de lever l'essentiel des restrictions. Le pays est l'un des plus endeuillés en Europe, avec un triste bilan de 152 000 morts. Il a enregistré ces dernières semaines jusqu'à 200 000 contaminations par jour. Mais face à la baisse du nombre de cas positifs, le Premier ministre Boris Johnson a décidé d'assouplir les mesures restrictives et a même annoncé que le télétravail n'était plus recommandé officiellement. 105 pays à revenus faibles et intermédiaires auront accès à la pilule anti-Covid du groupe pharmaceutique Merck. C'est ce que prévoit ce vaste accord signé aujourd'hui avec la communauté de brevets sur les médicaments, ce qui donne aux entreprises retenues répondant aux stricts critères de cette communauté l'autorisation de fabriquer soit des ingrédients en gros, soit le médicament lui-même. Mais avant de développer ces titres, cette feuille de route pour lutter contre le décrochage scolaire dans la région d'Dakhla Ouad Dahab, cela fait l'objet d'un accord signé par le ministère public et le ministère de l'Éducation. Les développements dans ce reportage de Nizar Bouhoud, commenté par Mamadoudi. Protéger le droit à l'école et réduire la déperdition scolaire dans la région de Dakhla Ouad Dahab, c'est l'objectif de cette convention de partenariat et de coopération signée aujourd'hui. Cette convention va permettre d'unifier les efforts de tous les intervenants pour garantir le droit à la scolarité de tous les élèves, garçons et filles. Cette convention rappelle l'importance du droit à la scolarisation et que la place d'un jeune est dans les classes et celle-ci va contribuer à lutter contre la déperdition scolaire. Une approche participative basée également sur la sensibilisation de la société civile à travers l'implication des acteurs associatifs. Nous allons œuvrer ensemble dans le cadre d'une approche participative basée sur la coordination pour lutter contre la déperdition scolaire dans la région de Dakhla Ouad Dahab et sensibiliser l'opinion publique à l'importance de ce sujet. La multiplication de ce genre d'initiatives reflète le léger mieux observé ces dernières années dans le cadre de la lutte contre la déperdition scolaire. Au niveau national, l'abandon scolaire a connu une baisse de plus de 15% en 2019-2020, comparé à l'année précédente. Volubilis, un site archéologique fascinant, vestige de plusieurs civilisations. Voilà pourquoi il est important de le préserver. Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Rabat et le ministre de la Culture ont justement lancé des travaux de restauration d'une sélection de mosaïques les plus menacées au niveau de ce site. Direction Yaoundé qui s'est parée de ses plus beaux atours pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. La capitale camerounaise a vu affluer des visiteurs de toute l'Afrique bien décidés de suivre de très près cet événement sportif phare. Et avec l'arrivée d'autant de personnes, vous allez voir qu'un nouveau mode de transport s'est développé. Jamal Alam, Aziz Majid et Amin Hiddou. Les embouteillages à Yaoundé, pas de problème pour eux. Ils se faufilent entre les voitures au mépris parfois des règles de sécurité et du code de la route. Ah, comme vous voyez, avec les taxis c'est mieux, mais la moto c'est peu facile à dépasser les taxis. Ouais. Depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations, les mototaxis se sont multipliés sur les routes de la capitale du Cameroun. C'est le moyen le plus rapide pour arriver à destination. À partir de 100 francs CFA, environ 1,50 dirham, la mototaxi sillonne tous les recoins de Yaoundé. Comme au Cameroun, il n'y a pas assez de routes, la moto aide beaucoup. Et comme il n'y a pas aussi assez de métiers, il y a plus de gens qui préfèrent faire la moto pour avoir aussi à manger. Donc ça aide aussi plus pour nourrir la famille à la maison. J'ai 80 clients qui viennent juste m'emprunter de la moto tous les jours, pour travailler dans la ville.
Dans une ville en pleine expansion et boostée par l'organisation d'un tel événement continental, les modes de transport se multiplient. Depuis le début de la compétition, le nombre de mototaxis a explosé et c'est compréhensible parce que ça va beaucoup plus vite. Allez, je vous laisse. Ciao. Elle a battu 2 records du monde. Zara Rutherford, une pilote belgo-britannique de 19 ans, vient d'achever le tour de la planète entamé il y a 5 mois dans un avion biplace ultra léger, un périple de 52 000 km sur les 5 continents. Elle devient ainsi la plus jeune femme à avoir fait cet exploit et la plus jeune personne à le réaliser à bord d'un tel engin.